Merci au laboratoire Roche donc, d'avoir permis ce symposium. Donc, on va discuter des actualités de la polyarthrite rhumatoïde et on mettra l'accent un peu plus sur la monothérapie. C'est un peu difficile de reprendre après le repas, mais on va essayer d'être un peu plus interactif pour avoir le maximum de concentration dans la salle. Très bien. Alors, on dira quelques mots sur la polyarthrite rhumatoïde séronégative. Donc, mon ami le professeur Bahiri, on a touché un mot tout à l'heure sur une PR qui était séronégative, qui était agressive. On verra un petit peu quels enjeux pour ces polyarthrites. L'après-polyarthrite rhumatoïde, on en avait parlé, donc certainement, on va voir s'il y a du nouveau à ce sujet-là. Bien sûr, la monothérapie. Et on va dire un mot donc, de la fin concernant la rémission. On va voir un petit peu quels sont les enjeux actuels de la rémission, étant donné que c'est l'objectif qu'il va falloir atteindre quand on prend en charge une polyarthrite rhumatoïde. Alors, pour la polyarthrite, pour poser un diagnostic d'une polyarthrite, donc on est tous, je dirais, réconfortés quand on a le facteur rhumatoïde et les ACPA qui sont positifs. Nous avons 3 points. Là, si j'utilise donc les critères ACR ou LAR, mais par contre, si ce critère-là fait défaut, donc j'ai au moins 2 ou 3 points qui sautent. Donc automatiquement, pour avoir le diagnostic d'une polyarthrite, il faut que mon malade ait plus de désarticulation douloureuse, donc ça lui fait 5 points. Et je dois puiser donc soit dans la durée d'évolution, soit dans l'existence d'un syndrome inflammatoire pour avoir les 6 points. Donc ceci revient un petit peu à dire que les polyarthrites séronégatives, donc c'est quelque chose qu'on voit. Malheureusement, on a tendance un petit peu à sous-estimer donc la sévérité. Donc il y a ce travail-là, donc un travail récent justement, donc 2017, qui met le point donc sur l'activité donc de ces polyarthrites séronégatives. Et vous allez voir. Oui, c'est bon. Donc on va voir que ce n'est pas aussi bénin qu'on le croit. Donc nous avons des formes qui sont très agressives et qu'il va falloir diagnostiquer. Donc le tableau, c'est un tableau comparatif entre des polyarthrites rhumatoïdes séronégatives et des polyarthrites séropositives dans cette cohorte. Et on va se rendre compte, donc c'est mieux sur le graphique, que le nombre d'articulations douloureuses, le nombre d'articulations gonflées est supérieur quand on a affaire à une polyarthrite séronégative qu'à une polyarthrite séropositive. Ceci donc a été confirmé par l'échographie. En fait, l'échographie, donc aussi bien donc, le score des synovites que le score Doppler montre qu'effectivement, nous avons plus d'atteinte synoviale, de synovites avec ces polyarthrites rhumatoïdes séronégatives. Ça veut dire que le malade il doit faire beaucoup d'atteintes cliniques pour pouvoir être classé, pour pouvoir rentrer justement dans le diagnostic d'une polyarthrite authentique et avérée. La même chose, donc c'est le même tableau qui met aussi l'accent sur la localisation. On voit plus d'atteintes au niveau des poignets, donc des MCP, des deuxièmes et des troisièmes, qui sont très fréquentes, surtout dans les PR séronégatives. Là, c'est un travail aussi de la cohorte espoir qu'on connaît tous, et on voit effectivement que sur les critères qui ont été comparés, qu'il y a plus de raideur matinale, de douleur articulaire, nombre d'articulations gonflées, nombre d'articulations douloureuses, donc le DAS et l'indice de qualité de vie qui était plus supérieur dans ces polyarthrites séronégatives. Alors, si on n'a pas d'ACPA, si on n'a pas de facteur rhumatoïde, il va falloir faire le diagnostic. On a vu avec le professeur Bahiri que tout à l'heure, la PR à 2 ans, elle était déjà érosive. Probablement que c'est une PR séronégative qui a évolué. Est-ce que nous avons d'autres critères de diagnostic, est-ce que nous avons d'autres marqueurs, d'autres anticorps? Donc il y a ces anticorps, les anticorps antiprotéines carbamylées qui sont d'un grand intérêt. Donc il y a un regain d'intérêt avec ces anticorps-là qui vont permettre, si vous voulez, de court-circuiter ce problème de séronégativité chez ces malades. Donc l'avènement de ces anticorps anticarbamylés
Donc, la citrullination, c'est quelque chose qu'on connaît. C'est en fait la transformation d'une arginine en citrulline, donc l'usage des ACPA avec les anti-CCP2 qui sont les plus spécifiques. Et la carbamylation, donc c'est un terme avec lequel peut-être on va se familiariser. Donc, c'est des anticorps qui vont être de plus en plus demandés. C'est quoi? C'est la transformation d'une lysine en homocitrulline. Donc, nous aurons des anticorps dirigés donc, contre ces protéines qui ont été dénaturées. Et ces anticorps antipeptides carbamylés sont de type IgG et de type EGA. Et alors, leur intérêt, c'est à la fois un intérêt diagnostique dans les pairs séronégatifs, mais c'est un intérêt aussi pronostique, étant donné donc la sévérité de la maladie et l'activité. Donc ça a été réconforté, comme on l'avait fait pour les ACPA, où ils étaient positifs 5 ans bien avant donc l'apparition donc, de la maladie. Pour les anticarpes, donc c'est la dénomination, ça aussi donc, ça a été confirmé aussi bien donc, avant l'apparition de la polyarthrite que chez les patients chez qui nous avons déjà le diagnostic qui est établi. Alors, l'intérêt également, donc ça c'est la cohorte Leiden, donc on connaît tous, c'est que ces anticorps anticarpes donc, peuvent être présents dans pratiquement 30% des polyarthrites séronégatifs. Donc ça peut être un grand apport quand nous avons ces malades qu'on n'arrive pas à classer, et ça nous permet bien sûr d'avoir une idée et de prendre en charge rapidement nos malades. Donc ça a un intérêt diagnostique. Bien sûr, dans la cohorte espoir, donc c'était des PR qui étaient débutantes, il y avait un pourcentage de 23% de PR qui étaient positifs à ces anticorps-là. Et dans la cohorte Leiden, comme on vient de le voir, c'était 30%. Donc quand même, c'est un pourcentage qui est négligeable. Et comme je l'ai dit, donc ça a un intérêt aussi, donc aussi bien diagnostique, pronostic sur l'activité de la maladie et sur les lésions structurales. Donc c'est un élément qui va être d'un grand apport pour nos malades. Alors on enchaîne par un cas clinique, donc celui d'un patient de 65 ans qui a une polyarthrite rhumatoïde qui évolue depuis 2 ans. Vous voyez que ce n'est pas très ancien, donc c'est une paire quand même à révélation tardive ou une paire de sujets âgés. C'est une paire qui est séropositive, peu érosive. Il est hypertendu, donc nécessitant donc, l'association de 2 traitements antihypertenseurs. Il est diabétique à 1,40, mais il n'a pas de traitement pour son diabète. Donc, le traitement, il est sous méthotrexate à 20 mg par semaine. Il y avait une intolérance au liflinomide et à la salazopyrine. Et son traumatologue l'a adressé donc, parce qu'il voulait faire une PTG. C'est l'âge où on a le droit aussi d'avoir de la gonarthrose. Et quand il a fait le bilan, il a trouvé quand même qu'il était inflammatoire et qu'il y avait quand même une augmentation qui n'est pas très conséquente du bilan hépatique. Donc l'examen effectivement confirme la poussée de la maladie. Et la recherche de foyer infectieux, chose que nos amis chirurgiens font assez souvent avant d'opérer les malades, était négatif. Alors, donc on décide de traiter ce malade par tocilizumab, mais il y a certaines questions qui se posent. D'abord, l'âge du patient. Est-ce qu'il faut garder le méthotrexate, nous sachant qu'on était à 20, qu'il y a déjà une intolérance hépatique qui est là? Est-ce que nous avons un risque pour la chirurgie concernant ce malade qui est quand même âgé, qui a donc au moins de tard, il est hypertendu, il y a un diabète qui est là. Alors, ceci nous amène aussi à parler d'un autre volet, donc celui de la polyarthrite du sujet âgé. On en voit de temps à autre chez certains patients et ça peut parfois poser problème donc de prise en charge. Donc on est un petit peu intercalé entre l'inefficacité et la toxicité de certains médicaments. Donc comme il a dit M. Bza tout à l'heure, donc on cherche le médicament qui est le moins nocif, donc celui qui va être plus adapté. Donc il y a cette étude donc, qui s'est intéressée aux polyarthrites chez les sujets âgés. Donc c'est une étude allemande. Donc là c'est la cohorte Ishiban. Peut-être M. Bza a une traduction pour le terme. Alors c'est une étude observationnelle et qui va voir donc s'il y a nous avons si vous voulez, 3 catégories. Donc les moins de 50 ans, entre 50 et 65 ans, et au-delà de 65 ans. Donc la durée moyenne, c'est en général 1 an et demi.
Et puis, donc, on a vu un petit peu quelle a été la tolérance donc, chez ces tranches d'âge, chez ces patients. Donc, le tocilizumab qui était donné en monothérapie, étant donné qu'on ne pouvait pas associer d'autres DMARDs pour le problème qu'on avait, certainement problème de toxicité ou d'intolérance. Alors, les résultats, donc, pratiquement pour les trois catégories, donc, nous avons donc le DAS, donc une diminution du DAS qui était conséquente et qui était pratiquement la même pour les trois catégories, de même pour les indices de qualité de vie. Donc il n'y avait pas de différence donc, pour les trois tranches d'âge. Alors ce qui nous intéresse le plus, c'est surtout le point de vue donc tolérance. Est-ce qu'il y avait des effets secondaires, aussi bien des effets secondaires, comme on dit, sérieux ou gravissimes, ou d'autres effets secondaires banals. Donc, en général, il n'y avait pas de différence. La différence n'était pas significative. Vous voyez, donc c'est 2,9 effets graves pour 100 patients année pour les moins de 50 ans. Pour le deuxième groupe, 2,5. Et au-delà de 65 ans, c'était 3,1 100 patients année. Donc, la différence n'était pas significative. Il y avait plus de perforation chez les jeunes que chez les moins jeunes. Donc, ça nous permet de voir est-ce que la tolérance à cet âge-là, donc, elle est acceptable. Donc, apparemment, il n'y a pas de problème. Alors, la deuxième question, est-ce qu'il faut laisser donc, le méthotrexate et adjoindre donc, le tocilizumab, ou bien, si on arrête le tocilizumab, quel est le manque à gagner donc, chez ce patient? Est-ce qu'il y a un plus à garder le méthotrexate, tout en sachant qu'on a déjà des azates et des alates qui étaient un peu plus élevés? Donc, il y a cette étude-là donc, qui est aussi récente, donc l'étude Surprise, et qui va comparer donc, le fait d'ajouter ou le fait de passer en monothérapie. Si on ajoute donc, le toci avec le méthotrexate, est-ce que ça a un plus par rapport au tocilizumab donc, tout seul? Donc, il y a pratiquement 233 malades qui ont été colligés avec les deux groupes qui étaient appareillés donc, dans les deux groupes. Un groupe, on va switcher, on va rester uniquement sur toci, et un groupe, on va laisser et le métho et donc le tocilizumab. Donc les caractéristiques donc, des patients donc, sont pratiquement identiques, il n'y a pas de différence. Alors concernant justement les résultats, donc, sur le plan donc, de la rémission, de la réponse au nom des activités, donc on ne voit pas de différence, donc il n'y a pas de groupe qui va se démarquer. Donc la même chose, si on compare pour la CR20, la CR50 et 70, donc nous allons voir que pratiquement donc les courbes sont superposables dans les deux groupes. La même chose, si on utilise donc, les autres indices d'évaluation qu'on a vus ce matin, aussi bien le CDAI, le SDAI, donc on voit que la différence n'est pas significative dans les deux groupes. Alors, qu'en est-il donc de la progression et de lésions, d'évolution, surtout sur le plan structural? Là aussi, il n'y a pas de grande différence quand on compare les deux courbes. Et sur le plan de la tolérance, est-ce qu'effectivement, quand on associe, nous avons un peu plus de différence? Là, nous allons voir, donc, surtout sur le plan hépatique, effectivement, qu'il y a donc, sur le groupe, on a gardé le méthotrexate, il y a plus d'effets secondaires donc, sur le plan hépatique que dans le groupe monothérapie. Donc finalement, sur l'efficacité, donc on n'a pas vraiment, on n'a pas perdu beaucoup de choses, mais sur la toxicité, on peut, étant donné donc, que notre malade a déjà donc, une cytolyse, donc le risque c'est effectivement d'avoir une fonction hépatique qui est de plus en plus altérée. Alors, qu'en est-il donc du geste? Parce que notre malade, il était donc candidat à un geste, à une prothèse. Est-ce qu'il y a un risque, donc surtout un risque opératoire chez ce patient? Et là aussi, donc, nous avons le registre REGAT qui nous permet d'avoir donc une réponse à cette intervention chirurgicale et surtout le risque d'intervention chirurgicale. Et dans ce registre, donc les résultats, donc c'était 160 patients qui ont été opérés avec 175 gestes. Et bien sûr, donc les opérations ont été plus donc,
avec des complications post-opératoires. Donc il y avait des infections sévères, il y avait une obstruction digestive, poussée de polyarthrite, un retard de cicatrisation. C'est quelque chose auquel on doit être attentif, surtout quand on a des malades qui ont été opérés, qui reviennent de la chirurgie. Il va falloir s'assurer donc de la bonne cicatrisation, surtout si on est amené à réintroduire, donc à redonner donc le produit. Alors les interventions, donc il y avait plus de complications donc pour la chirurgie orthopédique que les autres. Il y avait des infections sévères, donc, et bien sûr donc même l'arrêt donc qui peut être dans 5 cas. Alors quand ils ont cherché à savoir le pourquoi de la chose, quel a été donc le facteur déterminant dans l'apparition de ces infections, donc ce qui ressort donc en analyse multivariée, c'est que le diabète reste donc un élément très important. Et c'est exprès que j'ai mis le 1,40 de glycémie chez notre patient parce que c'est quelque chose qu'on doit prendre en considération quand on va envoyer nos patients pour se faire opérer. Donc on l'a dit tout à l'heure, les comorbidités, ça peut parfois poser problème. Donc il va falloir équilibrer un diabète avant effectivement de proposer le patient aux chirurgies, bien sûr avec les autres mesures qu'on doit prendre pour ces patients. Très bien. Alors ça, c'était le premier cas, surtout de la polyarthrite, c'est le sujet âgé, problème de comorbidité, donc le problème d'intolérance au DMARDS et avec l'indication d'une monothérapie. Donc nous allons voir un deuxième cas. Alors c'est celui maintenant, on va baisser un petit peu la barre, donc on va descendre un petit peu vers la jeunesse. Et c'est une patiente qui est âgée de 28 ans et qui est secrétaire donc, de formation. Donc sa maman vient à la consultation donc, pour une polyarthrite avérée, donc, qui est bien suivie. La patiente a un tabagisme occasionnel, donc comme il est au secrétariat, il est un petit peu stressé, de temps à autre, il prend quelques cigarettes. Et il vient pour des arthralgies, donc c'est des arthralgies qui sont de type mécanique. Vraiment, quand on interroge, c'est des arthralgies qui n'ont rien d'inflammatoire, il n'y a pas de dérouillage matinal, il n'y a pas de réveil nocturne non plus. L'examen est plutôt rassurant, donc pas de synovite, squeeze test, tout est normal. L'échographie, dont on a parlé tout à l'heure, donc monsieur vous a insisté sur l'échographie, effectivement, ça peut parfois rendre service dans ces cas litigieux, et les rassurantes, les radios aussi, donc il n'y en a plus. Et cette jeune secrétaire, il a eu la mauvaise idée de faire un bilan, donc il ramène à la consultation avec une CRP qui est soi-disant pas très élevé, donc 8 pour une normale à 5. Mais ce qui l'inquiète le plus, c'est qu'il a une sérologie donc, qui est positive, facteur rhumatoïde pas trop élevé, mais surtout les ACPA qui étaient élevés. Donc on retient qu'un taux d'ACPA supérieur à 3 fois la normale, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en considération. Alors, il vient donc à la consultation dans tous ces états. Pourquoi? Parce qu'il est inquiète. Et comme c'est une secrétaire, quand il n'a pas beaucoup de travail, il va sur Internet voir un peu la polyarthrite et puis la génétique et tout ça. Donc il vient. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas absolument être dans le cas de sa maman. Donc il est là dans le cabinet ou dans la consultation et il se pose la question, y a-t-il des moyens? Comment je vais faire pour prévenir? Je ne veux pas être comme ma maman. Donc, et surtout quand on a la chance de suivre sa maman et qu'on voit son état. Alors, où est-ce qu'on peut classer notre patiente? Donc, vous vous rappelez toujours de ce fameux schéma où on a premièrement donc, la prédisposition génétique. Peut-être qu'il a, on n'a pas malheureusement les DR4, peut-être qu'il est DR4 comme sa mère. Est-ce qu'il a un facteur environnemental aggravant? Oui. Le tabagisme, et bien sûr, elle est en phase d'auto-immunité, puisque nous avons donc les ACPA qui sont surtout positifs et un facteur rhumatoïde qui est positif. Alors, la patiente ne veut pas passer, donc il sait pertinemment que peut-être il a plus de probabilité d'avoir une PR avérée. Donc, il se pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là? Est-ce qu'on peut agir? Donc, s'il y a un conseil déjà à lui donner, c'est le tabac, arrêt de tabac. Donc c'est le facteur environnemental sur lequel on peut agir. Moins de stress, oui. Ça, on va voir avec son chef plutôt. Très bien. Donc ceci nous ramène à voir cette étude donc, qui a été présentée à l'EULAR 2016. On parlait de
pré-polyarthrite ou de polyarthrite en phase préclinique. Et maintenant, est-ce qu'il y a un traitement à faire justement à cette phase-là? Donc il y a cette étude-là. Ils se sont intéressés donc, à traiter à cette phase-là. Donc c'est une étude donc, contrôlée versus placebo. Pardon. Donc il y avait deux bras, un bras rituximab et un bras placebo. Donc ce sont des patientes qui étaient pour des arthralgies. Donc je précise, il n'y a pas d'arthrite, il n'y a pas de synovite. Le squeeze test négatif. Donc, et avec la sérologie qui ressemble un petit peu à ce qu'on vient de voir. Alors c'était quoi? Donc ils ont traité ces patients et le critère principal c'est de voir au bout d'un an quel est le pourcentage donc, des patientes qui vont passer à la phase donc, d'arthrite, la phase de synovite. Alors, donc ces patientes ont été suivies donc, pendant pratiquement 2 ans et demi. Alors, il y avait apparition d'arthrite chez 40% du groupe placebo et 34% du groupe rituximab. Donc, finalement, il n'y avait pas de différence significative pour celles qui ont été traitées que pour les autres. Mais la différence, ça réside où? Ça réside vraiment dans le délai d'apparition. Le groupe qui a été traité par rituximab a développé les arthrites 24 mois après, alors que le groupe placebo, c'était juste 1 an après. Donc la question qui se posait, peut-être qu'on a retardé d'1 an donc le passage à la polyarthrite rhumatoïde. Et les auteurs se posaient la question, est-ce qu'il ne fallait pas, on le sait tous, le rituximab, au bout de 8 mois, il faut retraiter. Est-ce qu'il ne fallait pas refaire un autre retraitement pour voir donc ce qui se passe? Voilà, donc c'est des choses qui se mettent un petit peu. Il n'y a pas vraiment de certitude, mais c'est des situations qui peuvent se voir. Alors, quand on parlait de monothérapie, donc certainement on faisait allusion à des polyarthrites avérées, des polyarthrites qui sont déjà sous 10 Mars et qui n'ont pas évolué, qui n'ont pas bien répondu, soit par l'effet d'inefficacité ou de la toxicité. Mais cette étude-là qui est un petit peu récente et qui va s'intéresser donc aux polyarthrites rhumatoïdes débutantes avec un traitement par monothérapie. Est-ce qu'il y a un effet donc, structural? Est-ce qu'il y a un effet donc, bénéfique de pouvoir traiter ces polyarthrites rhumatoïdes donc, par monothérapie? Et vraiment, c'était la monothérapie initiale, la monothérapie donc, chez une patiente qui est naïve de tout DMARD, qui est naïve donc, de tout traitement au préalable. Donc, c'est une étude qui a concerné quand même plus de 1100 polyarthrites et ils ont été randomisés en 4 bras. Un bras, donc on a ce qu'on faisait d'habitude, c'est le méthotrexate à 8 mg plus le toci à 8 mg kilo plus le méthotrexate. Un deuxième bras, donc, où il y avait uniquement le tocilizumab avec la même dose en monothérapie. Un troisième bras, tocilizumab, mais cette fois à 4 mg par kilo. Et le quatrième bras, donc, qui était le comparateur, était uniquement sous méthotrexate. Donc, juste pour rappel, le tocilizumab, chez nous, c'est 8 mg kilo. En Europe, c'est 8 mg kilo. Alors qu'aux États-Unis et au Canada, il commence à 4 mg. Donc, il y a une différence à ce niveau-là. Alors, donc, on voit un petit peu donc, les caractéristiques des patients. Donc, pratiquement, ils ont été appareillés pour l'âge, donc la durée d'évolution, donc les autres critères aussi bien biologiques que radiologiques. Et donc, sur le plan des résultats, qu'est-ce qu'on a, on a donc, on va voir surtout à la semaine 24 et puis à la semaine 52, qu'est-ce qui se passe. Donc, nous allons voir de comparer. Si on prend toujours le groupe méthotrexate comparateur, nous avons une différence qui est très significative donc pour les répondeurs, aussi bien pour le groupe 4 mg que pour le groupe 8 mg et que pour le groupe donc monothérapie seule, donc pour une polyarthrite débutante. Donc ça a été confirmé, donc aussi bien
à la semaine 24 qu'à la semaine 52. Donc ce n'est pas un effet bolus qu'on sait dans ces médicaments. Donc c'est un produit qui a plus donc une rapidité d'action. On le sait au bout de 2 semaines, donc les patients ils sont transformés. Mais c'est quelque chose qui va durer, on a vu, donc en 24 semaines et en 52 semaines. Donc le fait de commencer, ou si l'indication se pose pour une monothérapie, donc initialement, donc ça peut parfois, dans certains cas, bien sûr, on ne peut pas mettre de 10 mars. Donc je confirme là-dessus qu'on peut avoir un bon résultat chez ces malades-là. Alors la même chose quand on voit sur le DAS, donc la rémission, donc on voit un petit peu par rapport au méthotrexate, donc il y a une différence pour les 3 groupes, et surtout ce qui nous intéresse, c'est le dernier groupe où le TOSI a été utilisé en monothérapie. La même chose pour les autres critères, donc ACR 20, 50, ELAR, le CEDAI, donc la rémission, on a plus de rémission versus donc méthotrexate tout seul. Alors concernant donc les lésions structurales, donc l'évolution structurale, donc la même chose. Donc on voit que les différences elles sont énormes, donc sont très significatives, aussi bien dans le groupe TOSI plus métho que le groupe TOSI tout seul versus méthotrexate. Donc nous avons des différences qui sont quand même significatives sur la progression des lésions radiologiques. Alors, une autre question qui a été soulevée tout à l'heure donc, par M. Bouza, c'est celui donc, des anticorps, donc l'immunisation donc, contre ces biologiques. Et surtout, actuellement, on va peut-être y arriver, le dosage donc, de les concentrations résiduelles du produit et le dosage des ADAB, donc ces anti-drogues, antibodies. Et effectivement, quand on associait le méthotrexate, c'était pour contrecarrer un petit peu cette immunisation pour avoir un taux résiduel du biologique qui est correct. Donc là, le problème ne se pose pas. Quand on voit les courbes, donc avec ou sans le méthotrexate, c'est pratiquement les mêmes. Et ça, on le sait parce que le degré d'immunogénicité ou d'immunisation avec le tocilizumab, c'est de l'ordre de 2 à 4%. Donc on n'a pas beaucoup de problèmes donc, de développement des anticorps anti-ADAB chez ces patients-là. Alors donc ça pour les effets secondaires, donc il n'y avait pas beaucoup d'effets secondaires. Et puis donc on termine par un 3e cas, donc celui d'une polyarthrite rhumatoïde, donc qui est suivi aussi. Donc c'est une paire séropositive avec donc des synovites. Donc c'est une paire qui est avérée et traitée par méthotrexate, cortencil et tocilizumab, et qui a été contrôlée au bout de 6 mois. Donc à l'arrivée au bout de 6 mois, elle est en rémission. Alors quelle est la conduite à tenir donc, chez cette patiente? Donc le premier élément à prendre en considération, bien sûr, c'est les corticoïdes. Donc il faut arrêter les corticoïdes. Chose qui a été faite. Au bout de 2 ans, elle revient, elle est uniquement sous méthotrexate et tocilizumab. Là aussi, c'est une dame qui est gentille, qui nous réjouit donc à chaque fois qu'on la voit en consultation. Elle est toujours en rémission. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut arrêter le tocilizumab, moitié dose, espacer les doses, ou bien passage à la voie sous-cutanée? Donc personne n'est pour arrêter, donc on va voir un petit peu, oui effectivement. Alors le fait justement de passer à la voie sous-cutanée, donc actuellement c'est une possibilité, peut-être qu'on l'aura bientôt. Donc nous avons le produit qui est disponible en sous-cutanée, donc c'est des seringues pré-remplies. Et le fait de commencer par le tocilizumab en intraveineux et de switcher à la voie sous-cutanée, donc qui a été confirmé par cette étude, donc ne montre pas de différence. On peut garder donc la même efficacité en passant donc de la voie injectable à la voie sous-cutanée. Et ça a été confirmé donc par la réponse clinique et aussi par les effets secondaires. Donc on n'a pratiquement pas d'effets secondaires en passant à la voie sous-cutanée. Donc ça reste une alternative pour les patients qui ne peuvent pas venir
Donc chaque mois, donc pour la perfusion, on peut passer à la voie sous-cutanée qui est une voie hebdomadaire qui se fait par semaine et avec une tolérance qui est tout à fait correcte. Alors la dame, elle est toujours gentille, donc il fait plaisir à la consultation. Elle arrive à 5 ans, toujours en rémission clinique. Et même donc l'échographie ne montre pas de synovite. Et il y a quelque chose qui nous intéresse aussi, c'est qu'il commence à négativer donc le facteur hématoïde et un taux donc des ACPA qui est bas. Et il reste uniquement ce 15 mg. Donc on a tous compris qu'on a arrêté le tocilizumab. Il est uniquement sous méthotrexate avec une rémission qui est au-delà de 5 ans. Et parfois, nous avons des profils de malades qui arrivent et qui sont très bien avec petite dose de méthotrexate. Et chaque fois, c'est la même chose, donc c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a du nouveau donc, concernant ces patients-là? Donc, tout à l'heure, on a parlé de la rémission clinique, donc je ne reviens pas. Donc, la rémission radiographique, c'est donc l'imagerie, surtout l'échographie aussi, on a la chance d'avoir l'IRM. Et donc, la dernière rémission, qui est aussi qui est en train de se mettre en place, c'est la rémission immunologique et on va voir apparaître donc la séronégativité donc des facteurs hématoïdes. Donc la question qui est posée, est-ce qu'il faut arrêter, est-ce qu'il faut diminuer donc les démarches chez cette patiente? Donc c'est une question qui reste posée et pour laquelle donc on n'a pas vraiment beaucoup de réponses. Pourquoi? Parce que le seul moyen de savoir est-ce que la patiente a besoin donc, du méthotrexate, c'est de l'arrêter. Mais quand on veut l'arrêter, on a tous peur d'avoir donc une rechute, de revenir à un état ultérieur qui est aussi grave que celui qu'on a atteint difficilement. Donc la rémission, c'est un objectif, mais quand il est atteint avec un seul médicament, donc là la question se pose, faut-il diminuer, faut-il arrêter donc le traitement. Et puis même pour l'outil d'évaluation pour la rémission, on en a parlé tout à l'heure, donc ce matin, je ne vais pas y revenir sur les imperfections du DAS 28 par exemple. Et donc on n'a pas vraiment l'outil extraordinaire pour pouvoir évoluer. Alors c'est une décision qui va être prise bien sûr avec entre le médecin et le malade. Je comprends que ce n'est pas facile pour nous de garder un malade avec un traitement peut-être qu'il n'en a pas besoin. Et ce n'est pas facile non plus pour mettre en exergue donc une rémission qu'on a eu du mal à avoir. Donc ce qui est sûr, donc il y a des études qui ont été faites, que l'arrêt brutal, c'est vraiment égal donc récidive, égal rechute. Ça a été confirmé. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, peut-être il y a beaucoup de discussions là-dessus. Il y a certains qui diminuent un petit peu la dose, donc 2,5 mg toutes les 3 semaines. Il y en a d'autres qui diminuent donc tous les 8 semaines. D'autres qui modifient la voie d'administration en passant de la voie injectable, la voie sous-cutanée à la voie orale par exemple. Espacer les doses, donc je n'ai pas trouvé vraiment de réponse et de résultats en espaçant les doses, en passant par exemple d'une semaine sur 2, chose qu'on peut faire avec les biologiques. Alors la question qui se pose effectivement, est-ce que, donc au terme de tout ça, est-ce qu'on peut avoir des rémissions chez des patients tout en ayant donc, arrêté tous les médicaments? Donc il y a une cohorte donc, de Leiden où ils ont quand même plus de 1000 polyarthrites rhumatoïdes et ils ont obtenu quelques rémissions, mais toujours est-il, pour avoir la rémission et pour pouvoir diminuer, arrêter le traitement, donc on a dit tout à l'heure, il faut traiter avec l'objectif d'avoir la rémission, ça c'est le premier élément. Une fois qu'on a, donc il faut traiter précocement, et traiter précocement, donc c'est la fenêtre d'opportunité, et tout à l'heure on a parlé de fenêtre d'opportunité peut-être préventive, on verra ce que ça va donner, donc les études à venir. Il faut rechercher la rémission, et bien sûr en surveillant de très très près donc, nos malades, qui doit être très présent donc, à la consultation avec le bilan donc, dans les normes. Alors voilà ce qu'on peut dire sur la polyarthrite séronégative. C'est quelque chose qu'on voit et c'est quelque chose que peut-être on a tendance à ne pas vraiment sous-diagnostiquer. Donc nous avons l'avènement de ces anticorps peptides carbamylés, donc les anticarpes qui vont être d'une aide à ce diagnostic. Donc la monothérapie
Pour les malades qui ne peuvent pas donc, soit prendre des DMARD ou qui ont des complications, soit par toxicité ou inefficacité des DMARD, ça reste un moyen. Mais toujours est-il qu'il faut exiger de la monothérapie, aussi bien l'efficacité donc le structurale et l'efficacité donc clinique. Alors la rémission, bien sûr, c'est un objectif qu'il faut atteindre avec ou sans médicaments, donc la question reste très posée. Est-ce qu'il y a une fenêtre d'opportunité préventive donc de la polyarthrite? Là aussi, donc, le chemin donc, vient de commencer. On verra un petit peu ce que vont donner les études ultérieures. Voilà, donc je vous remercie.